le nombre de demandeurs d'emploi, je dis bien, est revenu à mieux que ce qu'il était avant la crise. Pourquoi ? Parce qu'il y a une certaine partie des gens qui travaillaient à l'époque et qui sont encore dans ce qu'on a appelé Khelat et qui ne veulent pas revenir sur le marché du travail. On en a parlé souvent ici. Et donc, en fait, point de vue des gens qui cherchent activement du travail, on est revenu à une situation hantée par rapport à ce qui était à la crise. Comme chaque mercredi, nous avons le plaisir de retrouver notre ami le docteur Daniel Guggenheim et sa revue de la presse économique. Daniel, bonjour, Boker Tov. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Alors, nous avons, depuis la semaine dernière, terminé l'opération, si je peux dire, nous avons terminé l'opération Gardien du Mur, mais il est clair que cette opération a coûté beaucoup d'argent et elle a permis, entre autres, de développer, on va dire, les industries d'armement en Israël, et en particulier la compagnie, la célèbre société Rafael. Oui, effectivement, je pense que ce qui se passe maintenant à la compagnie d'armement Rafael, qui est aussi une entreprise de haute technologie, représente bien la situation macroéconomique de ce qui se passe en Israël. D'abord, Rafael, c'est lui qui a construit ce qu'on appelle les kippot barzel, c'est-à-dire les dômes de fer qui empêchent les missiles, lorsqu'ils arrivent dans le territoire israélien, d'arriver au sol. C'est elle qui les produit, en fait. C'est elle qui les produit. Mais pas uniquement, parce qu'on a vu que hier, pas plus tard qu'hier, il a été question d'acheminement d'armes américaines pour justement recharger, on va dire, les hangars de matériel de dômes de fer en Israël. Oui, mais c'est elle, en l'occurrence, c'est elle qui a fait la technologie. Je me rappelle, c'est le ministère de Pérez, et ça donne un très bon nom dans le monde entier pour la technologie israélienne et pour la technologie de l'armement. Ah oui, c'est ça. Ça veut dire qu'il y a un impact, de par le fait que l'on ait vu, les résultats assez impressionnants de dômes de fer durant cette confrontation, eh bien, tout cela a un impact commercial sur les industries militaires israéliennes. Oui. Et, par exemple, je voudrais dire que cette société a récolté auprès d'institutions, des entreprises qui prêtent de l'argent, ce qu'on appelle les institutionnels en Israël, Mosdim en Israël. Elle a récolté 800 millions de shekels. 200 millions de shekels de cet argent-là, elle a décidé de le donner pour avoir des nouveaux employés, c'est-à-dire pour déjà augmenter le salaire et les conditions de travail des employés actuels et se montrer très attractif à ce niveau-là, car elle est dans une très grande concurrence pour des postes face à Elbit, face à d'autres comme Intel, comme on connaît. Et d'ailleurs, elle donne la moitié de ses employés gagnent 20 000 shekels et il y en a 1000 sur les 8 000 qui sont employés, il y en a 1000 qui gagnent même plus de 40 000 shekels. Si on regarde ce qui se passe à ce niveau de l'emploi, cette volonté de l'entreprise de faire tout pour avoir de nouveaux employés, ça se trouve aussi également dans le rebond dont nous avons parlé au niveau macroéconomique. Par exemple, le nombre de demandeurs d'emploi, je dis bien, est revenu à mieux que ce qu'il était avant la crise. Pourquoi ? Parce qu'il y a une certaine partie des gens qui travaillaient à l'époque et qui sont encore dans ce qu'on a appelé Khelat et qui ne veulent pas revenir sur le marché du travail. On en a parlé souvent ici. Et donc, en fait, point de vue des gens qui cherchent activement du travail, on est revenu à une situation hantée par rapport à ce qui était à la crise. Donc, il y a vraiment très bon au niveau de l'emploi. Ce qui se passe également, par exemple, un autre chiffre, il y avait 3 600 000 personnes qui recevaient ce qu'on appelle un salaire net avant la crise. Il y en a maintenant 3,5 millions, parce qu'il y a une partie qui, encore une fois, qui reçoivent du Khelat. Donc, pour montrer qu'elle représente la croissance d'Israël, elle représente ce qui se passe au niveau de l'emploi, et également, elle représente ce qui se passe au niveau de la technologie exportatrice. Parce que Israël, il y a une augmentation importante de tout ce qui est exportation de services depuis le début de l'année, 11%, et spécialement de la technologie de 20%. Et bien entendu, ça augmente l'excédent de la balance des paiements d'Israël.
Alors ça, c'est également un peu important. C'est une des répercussions, on va dire, importantes de cette opération. Je suppose qu'il y a d'autres répercussions économiques. On en reparlera probablement au cours des prochaines semaines. Je voudrais que vous nous parliez maintenant d'un rapport qui a été publié par la Banque d'Israël sur justement les crédits. Oui. Le Ashray, ce qu'on appelle le Ashray. J'en parle souvent ici et je crois que c'est très important. Depuis maintenant plus d'un an, tous les Israéliens, comme nous avons dit, sont notés. On note, suivant leur histoire, de savoir s'ils sont des bons emprunteurs ou des mauvais emprunteurs à qui on peut donner des prêts et qu'on peut penser qu'ils le rembourseront. La Banque d'Israël, qui gère cette base de données, publie une fois par an des résultats importants, ces analyses sur justement cette base de données concernant le crédit. Alors, ce qu'elle dit, la chose suivante, elle dit d'abord qu'il y a 78% parmi ceux qui figurent, donc des Israéliens qui sont notés, qui ont une bonne note qui leur permettra d'avoir des bons crédits. Il n'y a que 8% des personnes que leur note, au moment où ils devraient demander des crédits, auraient des problèmes puisqu'ils sont mal notés. Il y a eu 80 millions de demandes faites par les différents organismes qui auraient voulu prêter des gens pour savoir, bien sûr avec l'accord de la personne, pour savoir si oui ou non cette personne était bien notée ou non. En plus, elle dit la chose suivante, elle veut donner des conseils aux gens et elle dit, elle a remarqué que celui qui a 2 comptes paye moins d'intérêt que celui qui a un compte. Apparemment, parce que... Comment c'est possible ? Et parce qu'ils font des zappings entre 2 banques, et donc qui leur permet de dire à cette banque, tu me prêtes, je peux avoir ça, et chez l'autre, je peux avoir ça. Toute l'idée, d'ailleurs, de cette réforme était de permettre à des entreprises qui n'étaient pas des banques, souvent ce qu'on appelle des sociétés fintech, de pouvoir prêter et à des moindres taux que les banques. Malheureusement, on remarque que toujours 80% des gens empruntent à leur propre banque et ne vont pas voir s'il y a des meilleures possibilités ailleurs d'avoir des crédits. Je ne parle pas pour les mashkanta, je parle pour les crédits, normaux. Et donc, ça, encore, il faut le savoir, c'était une des buts de cette réforme, de permettre un élargissement de possibilités de crédit pour ceux qui voudraient le faire, et par ça, avoir une baisse du crédit de ce que les gens font. Je pense que cette réforme n'a pas donné ce qu'il faut, des résultats escomptés, puisque nous savons que le crédit reste cher malgré que les taux d'intérêt sont très très faibles. Les taux d'intérêt, je parle de base bancaire. Et donc, c'est dû au fait que finalement, ce qui avait été fait, pour l'instant en tout cas, il paraît qu'il y a d'ailleurs que 30 organismes qui sont sur ce marché de proposer des crédits aux gens. Et donc, à mon avis, n'a pas donné ce que avait voulu la réforme à ce sujet. Alors ça, c'est un point que vous avez souhaité évoquer, mais il y a aussi un développement intéressant du côté du ministère des Transports. Le ministère des Transports qui a décidé d'installer sur son site officiel le prix des voitures d'occasion. Et ça, c'est intéressant quand même. Oui. Vous savez que le marché de la voiture d'occasion, c'est la seconde dépense pour les marchés israéliens. Il y a 800 000 transactions qui sont faites sur les voitures par an. Donc, c'est un marché important. 800 000. 800 000. Maintenant, qu'est-ce qui se passait jusqu'à maintenant? Sûrement l'Israélien, peut-être même les Olim le savent. Il y avait, lorsqu'on voulait savoir quel était le prix de la voiture qu'on voulait acheter ou qu'on voulait vendre, l'Argus, on allait chez un Mechiron, chez un tarif qui s'appelle de Yitzhak Levy. Oui, Yitzhak Levy. Et c'est lui qui avait le monopole. Maintenant, depuis quelques mois, le ministère des Transports a dit aux gens, vous savez ce que vous allez faire? Lorsque vous allez vendre une voiture ou vous achetez une voiture, vous pourrez les données de la transaction le mettre sur un site. Bien sûr, ça sera anonyme. Il n'y aura pas votre nom dedans. Il y aura uniquement les caractéristiques de la transaction. Le prix, bien entendu, le kilométrage, la voiture, si elle est automatique, toutes les choses que vous pouvez penser, que l'année où elle est allée sur la route, tous les éléments importants pour acheter une voiture. Et donc, maintenant, depuis quelques mois, les gens ont fait ça.
Et donc, ce n'est pas escompter les prix comme le faisait Yitzhak Levy, mais c'est sur des bases réelles de ce qui s'est passé. Maintenant, je l'ai vu d'ailleurs, j'ai fait l'expérience avant de venir au studio. Il existe depuis dimanche dernier. Vous rentrez dans le site, on voit que c'est un site gouvernemental d'ailleurs qui appartient au ministère des Transports, donc c'est un site officiel. Vous mettez en Google Mechiron Ha'am, c'est-à-dire le prix du peuple, et à ce moment-là, vous pouvez remplir des cases en disant quelle voiture vous voulez vendre ou quelle voiture vous voulez acheter, et il vous donnera exactement quel est le prix qui a été moyen, qui a été fixé par les gens qui ont fait des véritables transactions. Et donc, c'est bien, c'est une bonne chose. Question, qu'est-ce qui nous garantit? Parce que Yitzhak Levy, il avait au moins une sorte de référence de certifié conforme, c'est-à-dire qu'il n'avait apparemment pas d'intérêt direct à diffuser ses prix. Mais là, qu'est-ce qui nous permet de vérifier que quelqu'un a acheté une voiture d'occasion à tel prix et pas à tel prix, ou que cette voiture est de telle année et pas de telle année? C'est-à-dire comment on ferait confiance à des gens sans faire la moindre vérification? Oui, alors ils vont je comprends, mais d'abord il faut savoir que c'est un truc, en hébreu, comme on dit harmonie, ça veut dire c'est une foule. Ce sont des milliers de gens qui ont dit qu'est-ce qui s'est passé, même s'il y a une personne ou d'autres. Je vais poser la question autrement, oui. C'est-à-dire si des milliers de gens décident de faire baisser le marché des voitures d'occasion, eh bien ils vont dire, voilà, nous on a acheté des voitures à 15 000 shekels alors qu'ils l'ont acheté de facto à 20 000 shekels. Et donc d'un coup, le marché risque de baisser. Oui. Je suppose, je sais aussi, toutes les transactions qui sont faites, soit par Internet, soit par la poste, c'est quelque chose d'officiel. Donc, s'ils voient quelque chose comme ça, il y a des moyens de vérifier. Oui, c'était officiel, mais... Non, oui, mais il y avait beaucoup de problèmes. Mais là, le ministère des Transports a trouvé que c'était une meilleure solution de le faire à partir de ce qui s'est vraiment passé, plus que par rapport à Yitzhak Levy. Et je pense que c'est une bonne idée et que c'est aussi, ça fera en tout cas dire qu'est-ce que sont vraiment les prix qui ont été pratiqués. Alors on va terminer avec une entreprise israélienne qui produit du miel artificiel et qui fait son entrée à la bourse de Tel Aviv. Après, oui. C'est incroyable. La hausse des cours à la bourse de Tel Aviv ces derniers mois, qui est comme dans le reste du monde, mais qui ces derniers mois s'est encore amplifié, et d'ailleurs, même dans les jours de guerre, ont permis à des entreprises de haute technologie de venir et de proposer des actions, d'émettre des actions à la bourse d'Israël. Et ce sont des centaines de sociétés qui sont venues depuis un an. Et ce qui est intéressant, ça permet à des sociétés qui sont pas encore qui n'ont pas encore de véritable grand profit, de pouvoir également permettre à tout investisseur, à toute personne, tout petit épargnant de pouvoir investir dans son domaine. Or, il existe en Israël, par exemple, je trouvais que c'est important de le dire, une entreprise qui fait du miel artificiel, ce qu'on appelle elle s'appelle bio de vache, bio de miel. Et d'abord, bien entendu, c'est important parce que, au point de vue écologique, il y a de moins en moins d'abeilles. Lorsqu'on fait du miel à partir d'abeilles, il faut utiliser beaucoup de pesticides. Il y a des grands problèmes d'environnement. Et la demande de miel dans le monde ne fait qu'augmenter. Apparemment, les gens ont besoin de douceur. Et alors, cette entreprise est une des premières du monde. Elle a regardé comment une abeille fait du miel, le processus chimique, les enzymes, etc. Et elle refait ça en laboratoire. Et donc, elle produit déjà du miel comme ça. Et c'est donc, comme j'ai dit, une bonne chose qu'une des premières entreprises mondiales en cette matière trouve sa place à la bourse de Tel Aviv. Elle va être cotée les prochains jours. Et donc, c'est intéressant de voir ce genre de choses qui se passent aussi. Eh bien, merci beaucoup, Dr Daniel Guggenheim, pour cette revue de la presse économique, toujours très complète ce matin.